on va aborder, on a vu un petit peu en long, en large et en travers les gaz à effet de serre, on a vu les boucles de rétroaction. Donc là, on va continuer avec les conséquences du changement climatique et puis j'essaierai d'avoir un petit peu de temps sur la dernière partie qui est plus, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire suite aux discussions qu'on a eues. Vous voyez mes planches là, hein, c'est bon? C'est bon, ouais. Ok. Alors là, la cryosphère, c'est aussi un exemple de rétroaction importante parce que quand la glace est plus claire que l'océan, ça se voit très bien sur ces images, donc l'albédo est plus fort et finalement, quand le soleil éclaire la Terre, la glace sur une surface enneigée, la partie qui va retourner vers l'espace va être plus grande, il y aura beaucoup plus de réflexion, alors que le noir va absorber la chaleur du rayonnement solaire. Donc là, on a une boucle de rétroaction positive. Alors, ce qu'on voit sur ces images, à gauche, on a les images d'un capteur optique MODIS. À droite, c'est un capteur micro-ondes, ce qui fait que c'est valable tout le temps. Et on voit que le satellite ici nous apporte des informations importantes sur la disparition de la banquise à l'échelle locale, mais aussi vraiment à l'échelle globale. Ici, on a d'autres images en fait qui sont assez marquantes. Là où on voit la cryosphère qui part. Donc là, ce sont des images radar. Donc le radar, ça va nous fournir en plus des informations sur les vitesses de déplacement. Et donc, comme ici on est au pôle et que les orbites polaires, on a une très très grande revisite, on arrive comme ça à voir assez facilement des cartes d'écoulement des glaces qui couvrent l'ensemble du continent antarctique. Donc ça, c'est probablement une des conséquences du changement climatique les plus spectaculaires, hein, l'impact sur la cryosphère. Une autre conséquence qui a un impact fort par rapport à l'habitat humain, c'est la montée des eaux. Et là, le rôle de l'océanographie spatiale a été vraiment marquant pour mettre en évidence et mesurer précisément ce phénomène. Alors, comment ça marche? On a un radar, donc c'est une mission active. Donc, il y a une onde dans le domaine radiofréquence qui est émise, qui est réfléchie à la surface de la Terre. Et en fait, avec le temps de retour, on a R, la distance altimétrique entre le satellite et la surface réfléchissante, c'est-à-dire le niveau de la mer. Pour pouvoir remonter à la quantité recherchée, qui est l'altitude le niveau de la mer par rapport à un ellipsoïde de référence, il faut positionner très finement le satellite. Il faut savoir quelle est son orbite et où est-ce qu'il est sur son orbite. Donc, c'est là-dessus qu'ont porté les progrès. Et donc, ça, c'est obtenu grâce à différents systèmes, la constellation GPS, mais surtout les stations de RIS qui sont au sol, et en corrigeant des effets liés à la propagation dans l'atmosphère, liés à tout ça, on arrive à des précisions absolument extraordinaires, hein, sachant que le satellite, il est à plusieurs centaines de kilomètres, on arrive à obtenir des précisions de l'ordre du centimètre. Et donc, en termes d'océanographie spatiale, on a accès évidemment à la hauteur de l'océan, mais aussi à la hauteur des vagues, à la vitesse et à la direction des courants marins, à la topologie des fonds marins, donc toute une information très très riche pour mieux connaître la dynamique de l'océan. Au niveau altimétrie, on est vraiment sur une filière de satellites, hein. On retrouve cette idée que pour observer le changement climatique, il faut raisonner en décennies. Donc, l'océanographie spatiale, ça a véritablement commencé en 1992 avec Topex Poséidon. Et puis, voilà, ça s'est poursuivi avec les satellites Jason 1, Jason 2, Jason 3. Donc, on voit très bien l'augmentation et d'environ 3 mm par an. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, dans les années 90, les modèles prédisaient déjà cette augmentation. Ils prédisaient une accélération de cette augmentation du niveau de la mer. Et c'est bien ce qu'on observe. Ici, vous avez une carte qui représente l'élévation du niveau des mers avec 22 ans de données Topex Poséidon, puis Jason 1, Jason 2. Donc, en centimètres, l'échelle, elle va de moins 7 cm pour le bleu à plus 7 cm pour le rouge. Donc, voilà, le jaune orangé, on est vers 3-4 cm. Donc, on voit effectivement qu'on a globalement une montée des océans, mais on voit qu'il y a des variations locales assez importantes. Et ça montre vraiment l'intérêt du satellite, une fois de plus, par rapport à des bouées qu'on pourrait placer à certains endroits, mais sans avoir cet échantillonnage-là. Et
Et donc, voilà, c'est vraiment la vision globale, une fois de plus, qui est intéressante pour l'impact aussi sur les activités humaines. Et notamment, ce qui nous préoccupe par rapport à la montée des océans, c'est, donc vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure là, c'est l'érosion côtière. Donc il y a ici une illustration. Donc c'est à la fois la montée des océans, mais aussi des phénomènes plus locaux de, de marée quand il y a des événements, voilà, de vent quand il y a des événements extrêmes, et puis d'évolution de la topographie du terrain également. Alors, les conséquences du changement climatique, c'est aussi les conséquences telles qu'on les ressent. Il fait plus chaud, mais aussi il y a plus d'événements extrêmes. Il y a la Méditerranée a plutôt tendance à s'assécher, l'Europe du Nord à être plus humide, etc. Et donc là, c'est vraiment bon, l'usage des satellites pour la prévision numérique du temps, c'est quelque chose voilà, qui est, qui est connu d'une part parce que vous avez l'habitude des images, voilà, lors des journaux météo à la télé où on voit des images satellites. Mais ce qui est peut-être moins connu, c'est qu'en fait, dans le modèle de prévision du temps de Météo France, mais de n'importe quelle agence météo mondiale, euh, ces modèles, Catherine, vous l'avez dit, la dynamique de l'atmosphère, elle est chaotique. Donc, c'est pour ça que les prévisions ne peuvent pas aller au-delà de 7 jours, 15 jours. Et donc, pour contraindre le modèle à être dans une trajectoire correcte, à pas partir dans le chaos, on le recale régulièrement par toutes les mesures qu'on a. Donc, par des mesures in situ, hein, il y a des mesures météo qui sont réalisés au sol par des instruments tout à fait classiques ou par des radars au sol ou par des avions. Mais ce qui va recaler le modèle, c'est surtout des données spatiales. Donc là, ce que vous voyez, c'est depuis 2002 jusqu'en 2020, le nombre mensuel d'observations, donc en milliards, qui est assimilé dans le modèle de prévision du temps global de Météo France. Saphir, Atovs, IRS, IASI, CRIS, tout ça, ce sont des satellites et d'autres encore. Voilà, donc la grosse part des données qui est utilisée pour recaler les modèles météo, c'est les satellites. Et donc, pourquoi est-ce que la météo c'est quelque chose qui a toujours préoccupé l'homme, mais dans cette perspective de changement climatique, il y a quand même on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup plus d'événements extrêmes, et donc la capacité à prévoir les événements extrêmes est très importante. Ici, vous avez une illustration. Alors, vous avez deux cartes. Vous reconnaissez la Floride, là, les côtes de la Floride. En noir, en fait, ce sont des lignes de pression, et en noir, c'est alors en septembre 2019, je ne sais plus quel cyclone qui s'approchait des côtes de la Floride. En noir, ce sont les observations, enfin les réanalyses, c'est-à-dire la situation telle qu'on sait qu'elle s'est passée après qu'elle ait eu lieu. Les traits bleus, ce sont les prévisions. Et à gauche, c'est sans l'instrument IASIC, et donc l'instrument dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est sans son assimilation dans le modèle de prévision numérique du temps de Météo France. Et à droite, c'est avec l'assimilation de cet instrument. Donc on voit que là, les satellites météo vont vraiment nous aider. Donc ici, alors le cyclone n'est pas exactement pile au bon endroit, mais on voit qu'il est présent, qu'il s'approche des côtes de Floride, alors que là, il a quasiment, sans l'instrument, on n'était pas capable de le prévoir. Donc là, c'est pour voilà, dire que les satellites peuvent nous apporter, enfin évidemment, nous apportent des choses pour améliorer notre prévision des événements extrêmes. Une autre conséquence qui est très qu'on peut illustrer par les satellites, c'est l'impact sur la végétation d'une vague de chaleur. Ici, c'est justement la canicule de 2003 en août, et on voit un indice qui caractérise le stress de la végétation, et on voit son évolution entre le 1er août et le 11 août. Et en 10 jours à peine, voilà, on voit que le stress de la végétation est devenu très important. Il y a quelque chose qui est marquant sur la canicule de 2003. Normalement, sous nos latitudes, plus il fait chaud, plus la végétation a tendance à pousser. Donc, on est plutôt sur une boucle de rétroaction négative parce qu'elle grandit plus, donc elle capte plus de CO2. En 2003,
La canicule a été telle que ce qui a été observé, c'est le contraire. La végétation, globalement, en France, a plus souffert qu'elle n'a poussé. Et là, donc on passe vers une boucle de rétroaction qui est plutôt positive. Et ça illustre vraiment les effets de seuil dont je parlais tout à l'heure. C'est pas parce que sous nos latitudes, pardon, quand il fait chaud, la végétation pousse mieux, que ce sera le cas dans un climat où on aura systématiquement 2 degrés de plus, quoi. Une autre illustration d'une vague de chaleur, donc c'est lié à la canicule en Sibérie qu'il y a eu au mois de juin dernier. Donc ici, on a des cartes obtenues à partir de l'instrument Yavi qui présente la température de surface en mai et en juin et la température à 5 km en mai et en juin. C'est un des intérêts de cet instrument, c'est qu'on peut avoir la température à différents niveaux dans l'atmosphère à partir de l'analyse. Donc là, vous reconnaissez le spectre que je vous ai montré tout à l'heure de certaines fenêtres qui vont nous donner soit la température de surface, soit la température à différents niveaux dans l'atmosphère. Et ce spectre, il nous donne aussi une information sur le monoxyde de carbone. Et on voit sur cette carte de monoxyde de carbone la signature très marquée ici des feux en Sibérie. Donc le monoxyde de carbone, il est émis quand la combustion elle est incomplète. C'est ce qui est souvent le cas pour les feux de biomasse. Et ce qui est important, c'est que cet événement-là, bon, on l'a observé par satellite, mais on a été capable de par des calculs, par des modélisations, de le relier au changement climatique. C'est quelque chose d'assez récent, ça fait peut-être 3 ou 4 ans, mais on a maintenant une certaine capacité à attribuer un événement extrême au changement climatique. Puisque sans changement climatique, l'analyse a montré que des températures aussi extrêmes, en fait, on n'en aurait que tous les 80 000 ans environ. Donc là, on n'est plus dans le domaine du hasard. C'est quasiment impossible. Et si on les a observés, c'est bien parce qu'il y a eu ce changement climatique.